Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. André-Sylvain Latour, bonjour. Je n'ai absolument aucun choix. Je dois commencer ma chronique avec les pluies diluviennes, oui, parce sûr. qu'il y a tellement de Québécoises et de Québécois qui sont encore pris là-dedans. Et, ça fait quand même plusieurs jours. Hein? Ouais, ben écoute, ouais. si je me... je ne parlerai pas aux heures, mais c'est à peu près 5 jours. Okay. Plus ou moins quelques heures, là, disons, là, pour établir les records et tout ça qu'on a reçu à certains endroits, là, entre autres dans l'ouest de l'île de Montréal et de Laval. Ouais. Je pense que c'était, écoute, j'ai fait de mémoire, je pense que c'était 175 mm de pluie en 24 heures. Ouais. Je suis à quelques millimètres près, là, si ma mémoire me fait pas grandeur, défaut. Oui, absolument. Et malheureusement, on parle beaucoup de ceux qui ont eu de l'eau dans leur sous-sol, peut-être des toits qui ont fuité aussi, parce qu'à un moment donné, c'était beaucoup d'eau. C'était beaucoup d'eau en très peu de temps. Eh bien, à Saint-Lin-Laurentide, il y a une famille qui a carrément vu sa maison s'écrouler devant ses yeux. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, il y a un lac à proximité qui a monté extrêmement vite, hein, parce que, veut pas, c'est lui qui récolte toute l'eau des environs. Donc, le lac a monté à une vitesse phénoménale, s'est introduite dans la maison, et là, le courant. La famille est sortie. La famille est sortie et soudainement, l'eau a traversé la route, s'est infiltrée le long de la maison, a emporté une partie du terrain. Ben, on voit les images et tout d'un coup, paf, la fondation. Pour ceux qui nous regardent à la télévision, pour ceux qui nous écoutent, là, on voit une fondation en béton carrément craqué, là, mais il y a comme un trou d'un pied dans le béton. Là, c'est quand même assez impressionnant. Puis là, la maison, effectivement, est complètement dans le trou là, de la fondation, là, effondrée complètement. Absolument. Heureusement, ici, je spécifie, la famille n'a rien physiquement. Mais mentalement, c'est drôlement difficile. Là. Excuse-moi, j'aurais pas dû dire drôlement, c'est une façon de parler, bien entendu. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Puis en plus de ça, c'est l'aide. Donc là, tu as une famille qui a vraiment tout perdu, puis oublie ça, retourner dans une maison comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. La maison tu laisses tout. Est en pente. Oui, absolument. Là, tu peux pas retourner prendre ta brosse à dents, tu peux pas retourner prendre quoi que ce soit. Tu as littéralement tout perdu là-dedans. Donc, la mère tente tant bien que mal d'avoir de l'aide. Elle dit, pour l'instant, on me barouette d'un bord à l'autre. On lui a donné 400 $ à la Croix-Rouge. Ben, écoute, ça paye la brosse à dents, comme tu dis. Ça paye la brosse à dents et pas beaucoup plus que ça. En attendant, peu de réponses pour cette famille. C'est sûr que les compagnies d'assurance sont débordées en ce moment. Inondées d'appels, c'est le cas de le dire aussi. Tout à fait. Donc, tu sais, je veux dire, à ce moment-là, est-ce qu'on peut jeter la pierre aux assurances? Ben franchement, là, j'y vais d'un petit commentaire éditorial bien personnel qui n'engage que moi, mais il me semble que des familles qui ont tout perdu comme ça devraient être la priorité avant absolument. Celui qui a eu un... Ouais, je sais pas, écoute, je suis loin d'être un spécialiste, je sais pas comment fonctionnent les systèmes là, d'attribution des appels et tout ça, mais effectivement, il doit y avoir des systèmes là, de priorisation. Puis tu sais, je veux pas défendre les assureurs, mais ce qu'on a vécu collectivement, c'était un phénomène extrême. Fait que du point de vue de la réponse, c'est aussi extrême pour les assureurs. Là. Ils doivent être débordés d'appels. Je veux dire, même s'ils rajoutent du personnel, je veux dire, il y a beaucoup plus de gens qui sont victimes, là, qui ont été victimes de ce phénomène-là que ce qui pourrait être attendu là, à tout moment au Québec. Bref, encore une fois, pour ceux qu'on a vus à la télé et puis pour tous les autres, là, on espère qu'il va y avoir une résolution rapide. Je sais que le gouvernement a annoncé qu'il allait débloquer certainement des fonds aussi, là, notamment pour ceux qui ne sont pas assurés et tout. Bien, ce ne sera pas suffisant probablement pour rembourser le prix d'une maison. Là, puis de tout et ce tout que ce qu'il y a à contient, l'intérieur. là. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Actualité. Je continue là-dessus. Là, maintenant, il y a énormément de routes aussi qui ont été détruites par la tempête Debby, ou plutôt ce qui en a résulté au Québec. Il y a Pierre Barriot de l'Université de Montréal qui était en entrevue à TVA Nouvelles, et lui, il est catégorique. Il dit, écoutez, arrêtons de construire les routes comme on le fait là.
commençons immédiatement à transformer notre réseau routier pour que ça devienne, disons, plus adapté à la situation actuelle. Il dit en ce moment, là, et je te lis, les municipalités sont de plus en plus urbanisées et imperméabilisées, laissant ruisseler environ 55% de l'eau sur le sol. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié de la pluie qui tombe qui sait juste pas où aller. Donc, elle prend le chemin le plus court, on le sait, souvent les stationnements, les portes de sous-sol, les trottoirs et tout ça. Donc lui, ce qu'il suggère, c'est quand on va construire des routes, de les faire peut-être un peu plus larges, avec des bassins de rétention un peu plus gros, pour justement prévenir ce genre de problème-là. Tu sais, construire une route, ça se fait pas en criant ciseaux non plus. Non. Quand elle est emportée par le courant, c'est un cas de vaut mieux prévenir que guérir, là, parce qu'une fois que la route est emportée, là, tu t'embarques dans quelque chose d'une très grande complexité versus, comme tu dis, creuser un bassin, élargir d'un pied ou deux. Il y a peut-être des mesures, mais bon, le réseau routier au Québec est quand même vaste. Là, fait que, je pense qu'il y a 2-3 défis. Puis là, actuellement, aujourd'hui, demain, les prochaines semaines, la priorité, c'est juste de patcher, en bon français, ce qui a été emporté là, par les eaux. Puis après, peut-être, effectivement, il pourrait y avoir cette réflexion à plus long terme. Puis, tu sais, j'ai malheureusement l'impression, André-Sylvain, que là, on en parle, puis à un moment donné, on n'en parlera plus du tout. Puis toutes ces belles idées de, comme, anticiper l'avenir, puis faire les bonnes choses à long terme vont être évacuées par la prochaine affaire. Là, ouais, c'est ça, tu sais. Donc, c'est, encore une fois, je souligne là, le travail puis la réflexion des gens qui mènent ça à notre attention. Je fais juste dire qu'il faut maintenir la pression si on veut vraiment que ça change, sans quoi il y en aura d'autres, des pluies comme celle-là. Là, et tu vois, selon M. Barriot, là, on parle d'un chantier de plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'échelle de la province. Ouais. C'est généralement, tu sais, construire une route, c'est beau quand elle est terminée, c'est plate quand on la fait, et en bout de ligne, est-ce que ça amène réellement des votes? Et c'est peut-être là qu'il va falloir... creuser un bassin de rétention en parallèle de la route 356 à Saint-Lin là, ou à Saint-Casimir. Je suis pas sûr que ça... C'est un peu moins sexy que de construire, disons, 400 logements sociaux. C'est certain, oui. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Et puis malheureusement, Debbie est même pas oublié encore. On continue de passer le balai et là, c'est Ernesto qui pourrait frapper. C'est une nouvelle tempête tropicale qui est apparue dans les Caraïbes. Pour l'instant, elle se trouve proche de la Guadeloupe. Après un peu de force, elle se dirige vers les îles Vierges et Porto Rico devrait atteindre ça en soirée. Là, la grande question, c'est qu'est-ce qui va arriver jusqu'ici. Évidemment, il est trop tôt pour le dire. On touche du bois pour que ce soit pas aussi catastrophique que Debbie. Mais une n'attend pas l'autre, malheureusement. Je vais sonner très peu empathique, là, mais c'est plus comme mon côté cynique. Là. J'imagine un avenir dans lequel à chaque semaine, il y a comme un débit. C'est comme... c'est la fin du... C'est comme ça que je me représente la fin du monde. C'est comme des semaines comme on vit actuellement, là, ensoleillé, 25 degrés, suivi d'un vendredi où il tombe 200 mm de pluie. Puis comme à chaque semaine, on recommence. Écoute, je nous souhaite que ce soit pas le cas, là, évidemment, là, dans le cas d'Ernesto, mais ça semble, puis c'est ce que disent les scientifiques depuis des années, la probabilité que ça survienne plus souvent, de manière plus intense, est omniprésente. Donc, c'est malheureusement un peu une fatalité, je pense. Changer le code du bâtiment. On en parlait avec Luc Poirier à Absolument. Un autre segment tout à l'heure. Qui était très intéressant, d'ailleurs. Changer la façon de faire les routes. Ça va impliquer des changements qui sont plus que de façade, là, je pense, plus fondamentaux, évidemment. Ouais, tout revoir le fond de la face, de ce qu'on fait, finalement, des constructions, comme tu le dis, de résidences, les constructions. Tu sais, je crois que c'est à San Francisco où il y a énormément de tremblements de terre. Ils ont adapté les édifices aux tremblements de terre. Alors peut-être qu'on devra, comme tu le dis, en arriver là pour ce qui est des précipitations. Tout savoir en 24 minutes.
Toujours dans la tempête, QS accuse la CAQ de laisser tomber les électeurs. Je paraphrase quand même. En gros, c'est la députée solidaire Alejandra Zaga-Mendez qui est sortie et qui accuse la CAQ de se cacher. Elle dit « Mais où êtes-vous, les ministres? » Pendant la campagne électorale de 2022, particulièrement à Baie-Saint-Paul, entre autres l'année dernière, où c'était Fiona, là, en 2022, la tempête Fiona, tous les ministres du gouvernement, ou en tout cas une grosse partie, étaient sortis, étaient allés rencontrer les électeurs, les sinistrés, je devrais plutôt dire, qui sont d'éventuels électeurs. Et là, la députée de Québec solidaire dit « Mais il se passe rien à ce niveau-là. On n'a vu vraiment personne sur le terrain. » Donc, c'est les vacances. Oui, effectivement, je fais du mauvais humour, là, mais... Ouais. Ben... Tu sais, là, la grande question, c'est quelle sera la réponse là-dessus. On sait qu'on approche du mois de septembre, les attaques vont commencer, les attaques politiques vont commencer, les travaux vont recommencer, donc c'est un peu une façon peut-être d'attirer l'attention, de dire, écoutez, on lève la main, les débats à l'Assemblée nationale vont reprendre bientôt. Donc, après, tu sais, je vais quand même... L'utilité d'un premier ministre là, qui vient avec ses bottes de pluie et dire « Hey, la route est tombée. Hein? » Je préfère qu'ils soient dans leur bureau avec des ingénieurs du ministère des Transports puis avec à faire ce qu'on a dit il y a 5 minutes, de repenser comment on conçoit les routes, comment on change le code du bâtiment, que d'aller faire un photo-op. Essentiellement, ce que dit Québec solidaire, c'est est-ce que les élus peuvent aller faire des photos sur le... Je sais pas si c'est très utile, étrangement. Ben, des fois, ça amène peut-être un sentiment, un sentiment de confiance. Le gouvernement s'occupe de vous. J'ai aussi quand même le sentiment, il y a cette particularité de ce qui nous est arrivé là, ces derniers jours avec cette tempête débit, que contrairement à d'autres incidents localisés, c'est comme partout sur le territoire. Il y en a eu des gens dans les Laurentides, en Estrie, dans l'ouest de Montréal, à Laval. Il n'y a pas comme un site. C'est comme plein de résidences individuelles. Donc, c'est plus difficile que quand il y a un endroit que tu peux pointer comme étant l'épicentre. Oui, bien dit, ça, bien dit. Une autre qui était absente jusqu'à aujourd'hui, c'est Valérie Plante, la mairesse de Montréal. On lui a reproché, d'ailleurs. Oui, absolument. Elle dit, écoutez, faites-vous-en pas, les équipes de Montréal travaillent et tout ça. On est sur la situation. En 1987, là, Jean Doré était en vacances. Il était tombé 102,2 mm de pluie au mois de juillet. Et il y avait eu des inondations et tout ça. Et tout le monde était sauté sur le dos de Jean Doré. Ouais. Il était à l'étranger à ce moment-là. Alors, il a été demandé à Mme Plante, mais où étiez-vous, Mme Plante, dans les 5 derniers jours? Eh bien, elle a dit, j'étais en ville. Je me baladais, je faisais du vélo. Je n'en dirai pas plus. Faisais-tu du vélo, toi, André-Sylvain Latour? T'étais où, toi, André-Sylvain Latour? Ben oui, c'est correct. Écoute, c'est pas... c'est derrière cette façade de sourire. Hein? Voilà. Tout savoir en 24 minutes. Madame Plante était quand même là pour annoncer quelque chose, une équipe municipale qui va intervenir auprès des sans-abri. Ouais, là-dessus, bravo. Ça va, c'est pour ça que j'ai séparé un peu les... Tu fais bien. Tu commences à me connaître. J'ai envoyé le pot avant d'envoyer les fleurs. C'est ça, exact. J'ai fait l'inverse. Alors, en gros, c'est une équipe qui existe déjà, mais qui va être augmentée. Elle devrait être présente dans 19 arrondissements dès l'an prochain. Pour l'instant, elle est seulement dans 4 arrondissements, soit Ville-Marie, le Sud-Ouest, le Plateau-Mont-Royal et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. En gros, ce qu'on souhaite, c'est de répondre à des enjeux de cohabitation, d'incivilité, hein, parce que des fois, les itinérants, tu sais, quand ils sont intoxiqués, des fois, c'est une question qui me touche particulièrement. J'ai écrit dans le journal à ce sujet-là. C'est un sujet que je suis depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance d'échanger avec plein d'intervenants dans le milieu. Fait que, honnêtement, là-dessus, tu sais, je lève mon chapeau. C'est rare que je le fais, mais à Mme Plante puis à son équipe, je pense que d'avoir des ressources additionnelles, puis oui, le problème est en grande partie localisé actuellement là, autour de la rue Sainte-Catherine, du village et tout ça. Mais de plus en plus, c'est ça, comme tu dis, s'étend dans tous les arrondissements. Puis même, j'étais surpris, là, les derniers recensements là, de l'itinérance. Il y en a de plus en plus à Sherbrooke, à Gatineau, tu sais, qui encore une fois... Dolbeau-Mistassini. J'ai même eu le maire de Dolbeau-Mistassini. Bon,
une dizaine de personnes. Mais je veux dire, ça reste que c'est des phénomènes il y a 10 ans à peine, ces municipalités-là, ils disaient, l'itinérance, c'est le problème de Montréal, là, grosso modo, un peu, puis peut-être de Québec à la limite, mais vraiment, là, ça a pris une ampleur géographique beaucoup plus grande. Donc, qu'à Montréal, on se concentre, qu'on se décentre à la limite, pour vraiment traiter et accompagner ces individus-là, je devrais dire, là où ils sont. Je pense que c'est une bonne mesure. C'est des équipes de terrain. Ça s'appelle l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale, le EMIS. Touchons du bois, comme tu le dis, pour que ça donne des résultats positifs. Actualité. C'est loin d'être positif, par exemple, pour les gens de Salaberry, de Valleyfield. Figure-toi donc que les ambulances ne se rendront pas à l'hôpital du Suroît. Ils vont plutôt transporter les malades à Châteauguay. Donc, les ambulances vont devoir rouler de 30 à 50 minutes de plus pour les amener à l'urgence. Et ceux qui sont dans le coin de Châteauguay, eux, vont être transférés plus à Verdun. Donc, il y a comme un déplacement des patients. J'ai envie de te dire, et sans juger comme tel cette mesure-là, j'ai envie de te dire, chaque minute compte quand tu as une crise cardiaque. Oui, tu m'étonnes. Puis je sais pas, c'est drôle, c'est avec toi qu'on parlait de ça, la popularité du ministre Dubé, qui est évidemment plutôt élevée, puis on a comme envie de lui faire confiance, on a comme envie que ça marche, puis là, on dirait que plus ça va, moins ça va. Là, puis j'ai, comme tu le sais, plusieurs amis sur la Côte-Nord, à Bécomo, puis tu sais, c'est... Je sais pas comment ils font. Ouais. Genre, moi, on dirait que de plus en plus, la vie ça tient rend un violent. fil. Oui. Non, mais c'est comme... Ça n'a pas de sens. C'est pas... je comprends que c'est compliqué, là, la santé, mais c'est inacceptable, des affaires comme celle-là. Puis je veux dire, on est en 2024 dans un pays riche avec des moyens, puis on doit brinque-baller les gens à des heures de route pour aller se faire soigner dans des situations d'urgence. Je trouve qu'il y a quelque chose de limite qui relève presque du mépris dans cette façon-là de faire. Puis tu sais, je sais pas, on a voulu faire bien des choses en même temps, là, le recours aux agences, là, mettons, puis objectivement, il y avait des cas où ça n'avait pas de maudit bon sens, là, de payer 200 $ de l'heure, mais d'autres où je pense que les agences, en tout cas actuellement, je préfère aussi bien payer n'importe quel prix puis d'offrir un service que d'être idéologiquement contre telle ou telle solution, puis de voir des gens qui vont peut-être, comme tu dis, mourir dans l'ambulance because, on voulait sauver 22 piastres d'agence ce jour-là. Fait que je sais pas, il y a quelque chose de bizarre là, dans ma tête à propos de tout ça. Ben, t'as raison d'amener aussi tout le problème des agences privées, parce que c'est une des raisons, d'ailleurs, qui est mise de l'avant pour ce changement-là. Ils disent, écoutez, on fait moins appel au personnel d'agence, donc on doit fermer plus de lits, donc on a moins de place. Mais donc, tu sais, quand tu payes des peanuts, tu as des singes, là, comme le dit l'adage. Là. je traduis librement de l'anglais. You pay peanuts, you get monkeys. Mais tu sais, encore une fois, puis tu sais, comme tu le sais, là, bon, la réforme de la santé, je pense pas que ce soit simple, mais il y a aujourd'hui des infirmières et des professionnels de la santé qui ne veulent plus travailler à l'hôpital, qui ne veulent plus être des salariés parce que temps supplémentaire obligatoire, parce que c'est tout croche, parce que la gestion est mal faite, et donc qui choisissent d'être des gens de super pigistes là, via les agences. On va pas les ramener dans le système. Ils vont peut-être aller faire d'autres choses. Et donc, je me dis, tu as quelqu'un là qui est apte à travailler, qui est prêt à le faire. Après, c'est une question de négocier le tarif puis les conditions, mais bordel, on peut-tu... Comme je te dis, j'ai l'impression que la quête idéologique est en train de prendre le dessus sur genre la dignité là, du service de santé qu'on devrait être en droit d'obtenir partout au Québec, à Valleyfield, à Bécomo, à Châteauguay, partout. Là. Moi, honnêtement, j'ai bien hâte là, que M. Dubé, là, que sa vieille mère elle se retrouve dans une ambulance pendant 50 minutes, là, puis qu'on voit des scénarios comme ceux-là. Là. Puis je souhaite pas, mais juste ça va survenir, puis ça va forcément faire des scandales. On dirait que c'est comme une espèce de marmite là, qui est sur le point d'exploser, tout ça. Là, ouais. Espérons qu'elle explose pas trop fort. Non, effectivement. Tout savoir en 24 minutes.
Une histoire, moi, qui m'interpelle à chaque fois. Il y a un homme qui a été reconnu coupable, un homme de 35 ans. Il a agressé une jeune femme qui était trop saoule pour se défendre. Il a prétexté d'abord et avant tout qu'elle était tellement saoule que finalement, c'était peut-être son ami qui l'avait agressée, pas lui. Et puis après ça, une défense qui n'a pas tenu d'ailleurs devant le juge. Et ensuite de ça, il a tout simplement dit, écoutez, j'ai voulu l'aider. Le juge a absolument rien cru de ça et il l'a condamné. Je vais te lire la déclaration de la victime. Premièrement, je te fais une petite mise en situation. C'est un groupe d'amis qui s'en va dans un bar et qui ont une soirée bien arrosée. Ça se termine finalement chez un du groupe. Donc, ils s'en vont tous à l'appartement de un du groupe, à la résidence de un du groupe. Mm-hmm. Et là, la jeune femme s'en va aux toilettes pour vomir parce qu'elle a vraiment trop consommé d'alcool. Et le fameux, je le dis entre guillemets, bon samaritain arrive dans la toilette, la déshabille, abuse d'elle, alors qu'elle peut même pas se défendre. Elle est, en fait, tellement intoxiquée que même son témoignage avait des trous dedans. Elle dit, écoutez, moi, je me souviens plus de ça, je me souviens pas de ça et tout ça. Une des peut-être meilleures preuves, elle a contracté une ITS après ça. Excuse-moi, je ris. Ça reste épouvantable quand même, en espérant que ça en soit une qui se soigne pour la dame, mais ça reste que c'est tough après ça de contester ce genre de preuves-là. Bref, écoute, la victime dit ceci, je cite, « Je me sentais comme une pièce, un morceau de viande qui était accroché et qui ne pouvait rien faire. » Je trouve ça, personnellement, scandaleux. Bien dégueulasse. Bien dégueulasse. Merci quand même de nous l'avoir partagé. Il va revenir en cours pour avoir sa sentence, mais chose certaine, ça a été commis en 2018. Donc, quand même. Hein? On est loin. Hein? C'est fou, ça. On est loin. La victime est obligée de se rappeler de tout ça. 6 ans après les faits. Ouais. Puis là, ça va, généralement, il a été reconnu coupable. On attend les délibérations sur la peine, exact. Mais ça amène à la prison, je pense. Ouais. Puis, il y a tellement de circonstances atténuantes. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de circonstances atténuantes. Si c'est sa première offense, est-ce que... Donc, mais inscription au registre des délinquants et tout ça, là. Bref, écoute, on va quand même pas anticiper sur le travail du système de justice, mais j'ose croire qu'il va quand même y avoir plus qu'une tape sur les doigts. J'ose croire. Tout savoir en 24 minutes. Il y a un projet de mine dans le coin de Lanaudière qui inquiète absolument tout le monde. Somme toute, ça devrait être une bonne nouvelle. T'sais, on a un prospecteur, ça s'appelle Nico Énergie. Drill, baby drill, disait l'autre, non? Drill, baby drill, exactement. Ça, c'est Donald Trump qui dit ça. Ouais. En 2022, lui, autour de Saint-Côme, dans Lanaudière, il a découvert du cuivre, du nickel et du cobalt. Et ça, ce sont 3 métaux qui sont indispensables pour la production de batteries pour les voitures électriques et hybrides. Là, le problème, c'est que ces gisements sont vraiment prometteurs. Et ce qui se produit, c'est que c'est pas très loin du parc du Mont-Tremblant. Il y a énormément de résidences dans ce coin-là. C'est un coin qui est très prisé. On parle de Saint-Zénon, Saint-Côme, Notre-Dame-de-la-Merci. Fait que là, les citoyens se disent, mais qu'est-ce qui va arriver avec notre eau? Et il y en a qui disent, ben oui, mais il a creusé, il a prospecté pas loin de chez moi. Depuis ce temps-là, mon eau goûte le soufre. Donc, est-ce qu'il ne va pas contaminer finalement la nappe phréatique de et les lacs de toutes nous autres? Alors, la question que ces citoyens-là se posent, que va-t-il arriver avec le prix de nos résidences? Si l'eau est contaminée, puis... Absolument. Et semble-t-il que Nico Énergie n'a pas fait un travail extrêmement minutieux, dans la mesure où il a fait des chemins un peu n'importe où, il a laissé des traîneries, des traîneries de machinerie et tout ça un peu partout. Donc, pour de la prospection, qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir un va-et-vient constant de machinerie lourde? Écoute, c'est une question, je pense, qui doit se poser.
certainement. C'est une vaste question, tout ça. Hein? Puis effectivement, à la fois la préservation du territoire, tu parles de la valorisation des propriétés, tout ça, puis en même temps, si on le faut exploiter ces minéraux-là là où ils sont. Là. Fait que c'est comme il n'y a pas une solution simple, hein, évidemment. Mais tout ça. Toi, comme économiste, là, je t'envoie une petite balle courbe. Là. Est-ce que tu crois... C'est l'heure du quiz. Est-ce que tu crois, selon toi, au point de vue économique, que quand on trouve un gisement comme celui-là qui est aussi prometteur, on se doit, comme société, d'aller l'exploiter? Il n'y a pas une réponse simple à cette question-là, comme je te dis, parce que tu as évidemment un territoire protégé, tu as des espèces naturelles, tu as la valeur des propriétés, tu as un paquet d'affaires qui doivent être prises en ligne de compte. C'est pas, sinon, si on trouve ça sur ton terrain, là, on va-tu raser ta maison, André Sylvain? Là, tu comprends? Comme, puis bon, je sais pas de quoi a l'air ta maison, là, mais mettons que tu es la 14e génération dans cette maison-là, là, à l'île d'Orléans, là, puis qu'on trouve un gisement très valorisé, est-ce qu'on va détruire le patrimoine? C'est comme je te dis, c'est là, c'est dans une forêt et tout ça, mais je trouve que ça... Il y a comme une opposition, puis même l'économiste ne pourrait pas dire qu'il y a une solution unique. Là. Oui, il y a de la vertu à faire ça, à exploiter les gisements québécois, puis à développer cette industrie-là, mais de l'autre côté... puis je pense que ce qui est particulier ici, c'est que c'est la proximité des zones habitées. On en fait du forage puis du minage là, dans le nord, puis on dérange 3 caribous, là, mais là, quand c'est en face de chez vous, puis qu'il y a 50 camions, 100 camions par jour qui passent... Et il y en a du monde dans ce coin-là. Oui, même, c'est ça, exact. C'est des beaux chalets, puis c'est des gens qui ont peut-être choisi ce coin-là par amour de la nature et tout ça. Fait que bref, triste, complexe situation à régler, puis évidemment, je devine que quelle que soit la direction que ça va prendre, il va y avoir des mécontents. C'est ma seule certitude. André Sylvain, résumé l'actualité en 24 minutes. Il nous en reste moins, mais il nous en reste quand même. Merci à toi. On se retrouve demain.